Bonjour à tous. L'écologie politique en France, c'est compliqué. Bien sûr, tous les Français se disent concernés par l'environnement. Dans le fond, on serait tous verts, envers et contre tous. Même ceux qui voient rouge avec les gilets jaunes, même ceux qui ont des bleus à l'âme. Mais à l'heure de voter patatras, tout le monde fait l'urne buissonnière. C'est dire le plaisir d'accueillir aujourd'hui une eurodéputée européenne et azuréenne, une vraie. Bonjour Caroline Rose. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin avec Radio Émotion. J'aurai le plaisir de vous interroger aujourd'hui avec Frédéric Maurice, chef de l'édition Métropole de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Lionel. Et nous commençons par quelques questions d'actualité. Caroline Rose, l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi est décédé brutalement mercredi. C'était une forte personnalité. Quel souvenir en conserverez-vous ? Moi, j'en retiens un très très bon souvenir. J'ai travaillé 5 ans avec elle. On était dans la même commission, la commission du développement. On a travaillé énormément sur les pays en développement, sur l'humanitaire. Et j'en retiens une très grande dame. Et là, c'est vrai qu'on l'a accompagnée jusqu'à l'hôpital. C'est intervenu en séance, mercredi. Non, c'est intervenu chez elle quand elle descendait prendre son petit déjeuner. Et ça a été foudroyant et c'est très violent en fait. Voilà. Donc, mais j'en retiendrai une très très grande dame. Pour revenir à l'actualité de cette semaine aussi, jeudi, vous avez manifesté à Paris pour demander à de grands acteurs de l'habillement comme LVMH, Max Mara, les Galeries Lafayette, de s'engager à adopter enfin une politique bannissant la fourrure d'origine animale. Il y en a encore tant de gens à porter de la fourrure aujourd'hui ? Eh bien, apparemment, oui, puisque je me suis rendue hier, donc jeudi, j'étais à l'avenue Montaigne, et je me suis aperçue que dans ces magasins de luxe, énormément de fourrures étaient en vitrine. D'origine animale, donc. Tout à fait, d'origine animale. On a une initiative citoyenne européenne qui a été signée par 1 500 000 citoyens et citoyennes européens qui demandent à ce que soit arrêtée la commercialisation de la fourrure d'origine animale. Il faut une loi pour ça, c'est plus simple ? Oui, il faut une loi pour ça, c'est plus simple. Malheureusement, on se retrouve dans un agenda politique un peu particulier puisqu'on a les élections au mois de juin. On a eu des promesses de la Commission européenne sur la révision de la législation bien-être animal. La Commission a fait marche arrière et ne prononcera que le 6 décembre un seul axe sur la révision sur le transport des animaux vivants. Bien. La prochaine question, elle vous est posée par Tristan Gasparot de Radio Émotion qui a interrogé un jeune homme. On l'écoute. Bonjour Madame l'eurodéputée. L'écologie me tient très à cœur et j'aimerais avoir votre avis par rapport au déroulement de la COP28 qui sera sous la présidence du sultan. Personnellement, ça me choque, étant donné que le sultan est aussi le PDG du groupe pétrolier ADNOC. Et j'ai une dernière petite question. Et vous Madame ? Comment comptiez-vous y aller ? En surfant sur les dunes, ou bien en kayak, ou en bateau, ou est-ce que ce sera en avion ? Alors, en ce qui concerne la COP, c'est une chose que j'ai dénoncée pendant la commission développement, puisque j'ai été en charge de l'avis sur la COP. Et j'ai dénoncé ce conflit d'intérêts, puisqu'il est le négociateur pour le climat. Comment est-ce qu'un négociateur à la COP est aujourd'hui PDG d'une entreprise d'énergie fossile ? On demande à ce qu'il y ait moins d'énergie fossile et on se retrouve avec un négociateur. Et là, c'est quand même très problématique. J'ai dénoncé ça en commission de développement. D'ailleurs, j'avais demandé à ce que ce soit écrit sur l'avis de la commission. Et je ne me rendrai pas à la COP, ni par avion, ni en surfant. Je ne me rendrai pas à la COP par rapport à tout ça, de toute façon. Pourtant, c'est utile une COP. C'est utile quand il y a des choses concrètes qui sont dégagées à la suite. Il y a un exemple concret, c'est le fonds sur les pertes et dommages qui a été confirmé hier, mais Absolument. sans contrainte. Sans contrainte, qui va payer ? C'est un peu au bon vouloir des États membres. Est-ce que un État membre qui pollue énormément va payer plus ? On n'en sait rien. Et on est dans le flou. Et moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. Alors, je suis très contente qu'il y ait ce fonds aujourd'hui. À plusieurs reprises, je l'ai demandé en commission du développement. Mais on a ce fonds sans avoir des caractères contraignants sur ce fonds. Et ça, c'est embêtant. La clause de la vulnérabilité, elle n'est pas finie de négocier quand même. La COP n'est pas finie non plus.
Mais c'est quand même une bonne nouvelle d'ouvrir directement par une mesure aussi concrète, alors qu'en général, c'est plutôt à la fin des COP qu'on obtient ce genre de décision. Oui, c'est ça. C'est une première avancée pour moi. Au premier jour de la COP, c'est très bien. Maintenant, il faut voir ce qui en découle à la fin. Sur la dernière COP, on a eu des promesses, mais qui n'ont pas été tenues. Donc... Caroline Rosela, l'exposition universelle de 2030 a été attribuée à Riyad, en Arabie Saoudite. Vous avez déjà pris vos billets ? Non, je n'ai pas pris mes billets et je n'irai pas. Puisque bon, déjà il faut y aller en avion. J'essaye de prendre le moins souvent possible l'avion, et je dis le moins souvent possible parce que j'ai essayé de prendre le train de nuit pour aller sur Bruxelles. C'est un petit peu compliqué selon les commissions à laquelle je dois assister. Donc, je prends le train quand je peux prendre le train au maximum. Vous y allez à Strasbourg, par exemple, vous y allez en train ? Alors, quand je vais à Strasbourg, ça m'est arrivé une fois, il n'y avait ni avion ni train, je suis allée en voiture. Sinon, j'essaye d'y aller en train. Et s'il n'y a pas de train, malheureusement, je prends l'avion. Mais je le dis ouvertement. Et pour Bruxelles... Toujours par défaut, quoi. Et voilà, toujours par défaut. Pour Bruxelles, j'essaye de prendre le train au maximum, de faire moitié-moitié quand j'ai pas le choix. Là, je serai samedi sur Paris et je redescends et je monte en train. D'accord. C'est important de dire que vous habitez Villeneuve-Loubet, hein ? C'est ça. Voilà, on y reviendra. Alors, Villeneuve-Loubet-Bruxelles, c'est 12 heures de train. Eh bien, on va rester sur l'Union européenne. Oui. Quels sont les 3 sujets pour lesquels vous êtes le plus battu depuis que vous avez été élu eurodéputé en 2019 ? Alors, moi, pas facile de sélectionner, j'imagine, mais pour avoir une vision à peu près de ce qui vous a le plus accaparé depuis votre élection. Alors, mes combats principaux, c'est la commission de la pêche pour la préservation des mers, des océans, de la biodiversité marine qui me tient à cœur, puisque moi, je suis issue d'une famille de marins. Mon père était mécanicien bateau, mon mari marin embarqué. Moi, j'ai été marin embarqué aussi. Ah oui. Donc, je nage et je plonge depuis mon enfance. Et donc, ce qu'il y a au niveau des fonds marins, j'ai vu une transformation des fonds marins. Donc, c'est ce que je défends au sein du Parlement européen. Je défends aussi la pêche artisanale, puisqu'on voit que la pêche industrielle détruit les fonds marins. Et mon autre combat, c'est le bien-être animal. J'ai été en charge de la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants. Ça a contraint la commission à revoir la législation bien-être animal. Malheureusement, avec des questions d'agenda politique, on n'a pas pu voir les 4 axes de la législation. On en a un qui nous sera proposé le 6 décembre, mais qui ne passera pas à cette mandature. Donc, à la prochaine mandature, il y aura beaucoup de questions sur le bien-être animal. On vous sent un peu désabusé aussi, une impression. On a l'impression que sur pas mal de sujets comme ça, vous faites, mais vous constatez que ça ne fonctionne pas forcément toujours. Ah non, je ne suis pas désabusée parce que je suis sur un temps particulier puisque Michel Rivasi nous a quittés et ça m'a beaucoup impactée parce que c'était soudain et violent et j'ai vécu la même chose avec mon mari en 2009, soudain et violent, et ça m'a replongée dans des souvenirs et c'est pour ça que je suis impactée là aujourd'hui. Mais non, moi je me dis que chaque petit pas en avant, souvent j'utilise un terme, j'aimerais courir, mais chaque pas en avant, je suis très contente de faire ces pas en avant. Justement, de quoi êtes-vous la plus fière depuis votre élection au Parlement européen ? Alors, je suis fière de défendre les pêcheurs. Je suis fière d'être en lien avec les ONG, sortir en mer avec ces petits pêcheurs qui me montrent leur travail, qui sont fiers d'être les gardiens de la mer. Je suis fière d'avoir eu cette commission d'enquête sur le transport des animaux, puisque c'est grâce à la pression des Verts et à la demande des Verts pour avoir cette commission d'enquête qu'on a réussi à avoir la promesse de la révision sur le bien-être animal. On commence à travailler dessus et pour moi, c'est une plus grande fierté. Et à défaut, votre principal motif d'insatisfaction, votre regret le plus fort ? Alors, mon regret le plus fort, c'est que aujourd'hui, on a une loi qui a été proposée par la Commission européenne. C'est la loi sur la restauration de la nature. Ouais. On vit sur une planète qui est dégradée. On s'aperçoit qu'il y a des espèces qui disparaissent, des habitats qui disparaissent. Je suis contente d'avoir cette loi aujourd'hui, puisque à force de bataille, on a réussi à avoir cette loi, mais elle a été vidée de son sens et j'aurais aimé que cette loi soit beaucoup plus ambitieuse. Vous avez dit sur les réseaux sociaux, certains ont tenté de m'intimider, d'autres m'ont menacé. Qui visez-vous ? Alors,
J'ai défendu la pêche artisanale, c'est mon combat au quotidien de défendre la pêche artisanale, et notamment j'ai mené une action par rapport à l'échouage de dauphins dans le golfe de Gascogne, où je suis sortie en mer avec une ONG pour aller voir ce qui se passait au sein des captures accidentelles et des échouages de dauphins. Suite à cette mission, on avait une mission en commission pêche en Bretagne, et là j'ai rencontré des acteurs de la pêche. Et il y a eu à un moment donné une manipulation du message politique quand la Commission européenne a annoncé son plan d'action pour la pêche. C'est un plan d'action qui était attendu, c'était un plan d'action, c'est pas une loi, c'est pas une directive, donc rien de contraignant. C'était une recommandation aux États membres. Quand cette recommandation est sortie, on a certaines personnes qui ont manipulé le message politique en disant « on veut tuer la pêche, c'est fini », etc. On s'est retrouvé avec des manifestations de pêcheurs, l'Office national de la biodiversité qui a brûlé en Bretagne. Et donc, nous, on avait cette mission qui était prévue, on s'est rendu en Bretagne. Et comme moi, je suis sortie avec les ONG et que j'ai défendu la pêche artisanale, j'ai le président du Comité national des pêches qui m'a dit certaines choses en disant, en gros, que ce que je fais, c'est pas bien, et qui publierait mes votes et qui donnerait mon adresse aux pêcheurs et que voilà, ils s'occuperont de mes votes. En un mot, une manipulation de qui? Faite par qui? Par le président du Comité national des pêches. D'accord. La manipulation de base dont vous parlez, la manipulation politique? La manipulation politique de base et ce message politique de base a été pris en partie par les libéraux au Parlement européen et c'est monté en puissance puisqu'après c'est monté sur le Comité national des pêches. Herbé Berville s'est emparé du sujet aussi et monté... Et le secrétaire d'État à la mer est monté au Parlement européen, a vu le commissaire européen et quand ils sont redescendus de Bruxelles, ils se sont fait passer pour les sauveurs de la pêche en disant... Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de plan d'action, tout va bien, alors que c'est pas vrai. Bien. Une nouvelle question au micro de Radio Émotion. Bonjour Madame Rose, je suis Colline et je suis étudiante à la faculté de droit et je voulais savoir ce que c'était concrètement une eurodéputée et comment vous faites pour garder une proximité avec tous les citoyens. Alors moi, je suis militante de terrain à la base, donc j'ai besoin du terrain pour faire remonter les informations au sein du Parlement européen. Quand je me suis saisie de la commission d'enquête sur le transport des animaux, j'ai eu besoin d'aller voir ce qui se passait en vrai, puisque les missions officielles, on nous montre un petit peu ce qu'on a bien envie de nous montrer. Sauf que le travail que je fais auprès des ONG, auprès des associations est important. Je travaille notamment avec L214, avec Sea Shepherd, avec Wellfarm. On a travaillé avec plein d'associations par rapport au bien-être animal. Et là, on a vu l'envers du décor. Et c'est tout ça, moi, que j'ai besoin de me nourrir de ça pour avancer sur les textes législatifs, parce que je ne veux pas rester juste dans ma bulle bruxelloise. Et puis, travail d'eurodéputé, je pense qu'on défend ses convictions. Moi, c'est un travail de cœur que je fais. La mer me porte, et les animaux aussi, donc voilà, c'est mon quotidien. Est-ce que vous défendez les méthodes de L214, ces images, ces irruptions dans des abattoirs, c'est souvent dénoncé. Est-ce que vous cautionnez, vous défendez cette manière de militer? Alors, j'ai fait des missions officielles du Parlement européen et, comme je disais, on nous montre ce qu'on a envie de nous montrer. Pour avoir des images, on a besoin de ces lanceurs d'alerte qui vont justement nous montrer ce qui se passe dans la réalité. Ouais. J'ai fait des missions avec eux au sein d'un abattoir notamment. J'ai fait d'autres missions avec d'autres ONG pour le transport des animaux vivants. Et quand on voit les infractions à répétition et on voit que ça n'avance pas, aujourd'hui, les consommateurs ont besoin de voir ces images, même si elles sont très dures à voir, mais on a besoin d'expliquer ce qui se passe. Moi, quand je fais le parcours d'une dinde aujourd'hui, je peux vous dire que je ne le savais pas moi-même, et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller sur le terrain pour voir ce qui se passe dans la réalité. Pour la cause écologique, pour vous, la fin justifie les moyens? Dans la mesure où ce sont des actions qui ne sont pas violentes, moi je suis avec les ONG. D'accord. Alors la France ne s'est pas opposée au prolongement de l'utilisation du glyphosate. C'est une honte pour vous? Pour moi c'est une honte. C'était un gros combat de Michèle Rivasi. Elle s'est battue pendant des années pour que le glyphosate ne soit plus autorisé. Aujourd'hui on se retrouve avec une prolongation de 10 ans et pour moi c'est une aberration puisque, comme je dis, on a ce lien terre-mer, et tout ce qui est dans la terre va aller dans la mer, et pour moi, c'est juste horrible.
Sur un tout autre thème, l'immigration, l'Europe a-t-elle la bonne politique? Alors, On n'est pas dans vos domaines de compétences de prédilection, on va dire, mais c'est quand même un débat très fort et puis une des prérogatives importantes de l'Europe. Hein. Tout à fait, on a le pacte migration. Pour moi, on n'est pas à la hauteur de l'accueil qu'on devrait faire. On a su le faire quand des personnes ukrainiennes sont venues ici parce qu'ils étaient dans une situation de guerre. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas accueillir plus de personnes. Et puis moi, je fais souvent le lien avec ma commission pêche et les pays en développement et la problématique de la migration. Est-ce qu'il est normal qu'on parle de notre sécurité alimentaire, même si moi, le terme de sécurité alimentaire ne me plaît pas, je parlerai plus d'une fragilité alimentaire. En Europe, on veut développer l'aquaculture. L'aquaculture, ce sont des poissons carnivores qui sont nourris par d'autres poissons. Et ces poissons, on les pêche en pays d'Afrique de l'Ouest, au détriment de la sécurité alimentaire des pays en développement. Donc forcément, à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendue au Sénégal pour aller voir les pêcheurs qui me disent « on n'a plus rien ». L'Europe nous pille les ressources. En fait, nous, on parle de sécurité alimentaire pour défendre notre sécurité alimentaire, si on peut dire ça. On va piller les ressources des pays en développement et après, on va nous parler de migration. Donc moi, je fais un petit peu tout ce lien-là et je trouve qu'on n'accueille pas suffisamment de personnes. Et quand vous voyez les sondages qui donnent le Rassemblement national à des scores très élevés aux Européennes, est-ce que vous pensez que c'est en rapport avec leur investissement au sein de l'Europe? Alors, je me demande quel investissement ils ont en termes de travail au niveau européen. Sur la loi sur la restauration de la nature, vous savez, on nomme des rapporteurs et des rapporteurs fictifs par groupe politique. Personne n'a été nommé sur la loi sur la restauration de la nature. Sur le plan d'action, j'ai personne. Ils ne viennent jamais aux négociations. Donc, on n'a jamais de rapporteur qui négocie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai interpellé M. Bardella qui faisait un beau discours sur la pêche artisanale. Il faut défendre la pêche artisanale. Je lui ai posé la question, mais il est vite parti parce qu'il n'a même pas attendu la réponse de la commission. Ils font de très beaux discours en plénière, mais ils n'attendent pas la fin de la réponse. Et je l'ai interpellé en disant, mais où étaient vos négociateurs sur tel rapport, tel rapport? Ils ne sont pas là. Et donc, au niveau du travail européen, moi, ça me pose un problème. C'est d'une manière générale, ça. Hein. C'est pas que sur les questions écologiques. Vous voulez dire, en fait, c'est beaucoup de bruit et pas beaucoup de travail de fond, quoi. Tout à fait. En juillet, vous avez été choisie par votre parti pour être candidate à votre succession le 9 juin 2024, donc pour faire partie de cette liste écologiste. Mais il se dit que vous n'êtes pas très contente de la place qui vous est réservée. Oh non, moi moi je suis 7e de liste, donc je suis éligible. 7e, la place est définitive là maintenant ? Alors, il y a des choses qui vont se voter au Conseil fédéral samedi matin. Il y a des candidats d'ouverture qui arrivent, mais non, moi je suis contente de ma place, dans la mesure où je fais partie des personnes éligibles. On a chacun son thème de travail, donc le social est représenté, l'environnement est représenté, l'agriculture est représentée. Moi, je suis satisfaite de ma place aujourd'hui et j'espère rester à cette place, c'est sûr. Mais voilà, l'avenir le dira et j'espère pouvoir continuer surtout à défendre les combats que j'ai menés depuis 5 ans. Vous parlez de candidat d'ouverture. Selon le Figaro, Priscilla Ludowski, figure des Gilets jaunes, serait l'une de vos colistières. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Ah, moi, ça me va très bien dans la mesure où elle va défendre justement le social. On a eu ces manifestations dans les ronds-points, donc elle pourra défendre les personnes qui sont descendues dans la rue. Donc pour moi, c'est une bonne chose et ce sera voté en Conseil fédéral samedi matin. Il y avait 2 candidats pour mener cette liste. Ça a été tranché en même temps que votre candidature. C'est Marie Toussaint donc, qui va mener la liste. C'était la meilleure des 2 candidates pour vous. Il y avait aussi David Cormand qui était son challenger. Ah, moi, j'aime les 2. Alors, moi, j'aime les 2 et je m'entends très bien avec les 2. Ils ont tous les 2 des compétences qui sont magnifiques. Moi, j'adore l'analyse politique de David, le côté juridique de Marie. Ils sont complémentaires, en fait. Marie est tête de liste. Ils travaillent tous les 2 ensemble et c'est une femme, c'est bien. Elle est jeune. Elle est jeune. Elle a fait partie de notre affaire à tous. Elle est sur le terrain très souvent et moi, j'aime beaucoup Marie. Très bien, tout va bien. Cette liste écologiste autonome, est-ce que c'est le dernier clou planté dans le cercueil de la NUPS ?
On a besoin d'avoir une liste autonome au sein des élections européennes, ce qui n'était pas le cas pour l'Assemblée nationale. On sait très bien que si on a fait la NUPES, on avait besoin d'un groupe écologiste à l'Assemblée nationale. On est très content d'avoir ce groupe aujourd'hui pour défendre l'écologie. Il n'est pas dit qu'on ne continue pas ensuite avec la NUPES. Ce sera des choix qui seront faits au sein du parti. Pour moi, ce n'est pas un clou. Voilà. Là, vous me parlez en fait de choses qui sont relativement générales. Vous me parlez de stratégie politique, pas tellement de stratégie idéologique ou de défense d'idées. Vous comprenez que ça puisse choquer les gens ? Non, moi, on a des positions différentes sur l'Europe, notamment. Sur l'Europe, notamment. Différentes. Tout à fait. Et c'est pour ça que, pour ma part, je trouve qu'il est normal qu'on ait notre liste aux européennes. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 bonnes raisons de voter pour les écologistes ? Alors, 3 bonnes raisons pour voter pour les écologistes. On est des personnes de terrain. Pour ma part, moi, je fais le lien avec les ONG beaucoup. Je travaille, que ce soit avec les ONG, avec les associations. On est beaucoup sur le terrain. On fait vraiment de l'écologie. Il y a beaucoup de partis, beaucoup de groupes politiques qui se disent écologistes, mais qui est sur le terrain quand il faut être sur le terrain. Et puis, on ne fait pas du greenwashing. En voilà une. 2 autres raisons. 2 autres raisons. Et oui. Alors, 2 autres raisons. Alors moi, sur mes sujets, si je prends la différence entre les groupes politiques, l'écologie, c'est pas que l'environnement. L'écologie, c'est le social, c'est l'inflation de fin de mois, c'est le bien-être animal. Ce sont mes sujets, c'est la défense de l'environnement, de la mer. Et pour moi, pour tous ces sujets-là, il n'y a que les écologistes qui peuvent les défendre. Bien. Est-ce que vous craignez la concurrence de la liste l'écologie au centre qui va être a priori défendue par Jean-Marc Governatori ? Vous devez le savoir, hein, j'ai été candidate d'ouverture sur la dernière mandature et la dernière liste des européennes au nom de l'Alliance écologiste indépendante, un parti que j'ai quitté. J'ai fait le choix de quitter ce parti parce que je ne m'y retrouvais pas du tout. Je ne pense pas que ce soit une concurrence pour notre liste. Très bien. Enfin, une dernière question là sur ce point-là. Une élue écologiste concentre la plupart des critiques, c'est Sandrine Rousseau. Quel regard vous pensez ? Quel regard vous portez d'elle ? Députée de Paris, bien sûr. Écoutez, moi je me suis rendue à Paris lors des élections pour les législatives. J'ai été soutien de Sandrine Rousseau. Elle défend surtout le rôle des femmes, le féminisme. Elle incarne elle a beaucoup de choses, Sandrine, même si des fois elle crie fort, mais elle défend, elle est sur le terrain aussi. Sandrine est toujours sur le terrain et pour moi, c'est une bonne députée. Elle sert plus la cause qu'elle ne la dessert ? Je ne dis pas qu'elle dessert la cause. Non, on a tous un caractère différent, on est tous différents. Et moi, je trouve qu'elle sert la cause. Elle crie fort, mais elle a raison. Ah oui, moi je suis d'accord avec ses propos. On va parler un peu plus localement maintenant. On va revenir au niveau des Alpes-Maritimes, ou plus largement les Alpes, qui ont été choisies mercredi, qui sont seules en liste désormais pour être les organisatrices des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Les artisans de cette candidature prétendent que ce seront des JO écolos avec 95% des infrastructures déjà existantes. Est-ce que vous y croyez ? Pas vraiment. Quand je vois le budget, 15 milliards d'euros pour 15 jours, bon, déjà, ça me pose un souci. Et puis, dans les Alpes, avec le changement climatique, on va avoir besoin de neige. Qui dit neige dit de l'eau. On a une problématique avec les nappes phréatiques. On va avoir ce problème d'eau. Pour moi, ce ne seront pas des Jeux Olympiques écolos. Bien. Vous avez réagi cette semaine à la mort d'une orque au parc Marineland d'Antibes. D'une otarie. D'une otarie, pardon, excusez-moi, d'une otarie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant concrètement selon vous ? Alors, j'ai été à la rencontre de M. Picot, qui est directeur de Marineland. On a réussi à discuter tous les deux, même si on n'est pas en accord. C'est ce que je disais, moi j'aime bien aller discuter avec les gens. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, on a la structure, peut-être garder Marineland pour faire un sanctuaire avant de pouvoir, avant que ces orques et ces animaux en général soient aptes à être transportés, parce que
là est la problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont aptes à être transportés? Moi, j'ai très peur qu'ils soient transportés en Chine. Et donc, c'est tout ça que je suis avec les associations sur le terrain. Il faudrait pouvoir faire un sanctuaire et faire en sorte qu'elles puissent retourner en mer sur un sanctuaire. Alors, Marineland, c'est aussi beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités économiques. Vous êtes sensible à ce thème-là? Oui, je suis sensible à ce thème-là. D'ailleurs, on m'avait fait un petit peu le chantage à l'emploi à une époque. Il y a eu des propositions qui ont été faites aux employés de Marineland pour travailler justement sur la réhabilitation d'un sanctuaire. Très bien. Les animaux sont maltraités à Marineland? Alors, je ne suis pas experte vétérinaire. J'ai été à la rencontre de la personne qui dresse les animaux, puisque c'est du dressage. Ce qui me gêne, c'est qu'on utilise des animaux à des fins de divertissement, et ça, déjà, c'est une première problématique. Un animal, ce n'est pas un objet. Il y a quand même des problèmes qui ont été constatés à Marineland sur les dentitions des orques. Et donc là, on est en attente de voir un expert indépendant qui viendra voir l'état des animaux. Caroline Rose, vous êtes hostile à l'extension de l'aéroport, aux jets privés, aux paquebots de croisière, mais est-ce que vous avez conscience que le tourisme est de très loin la première ressource économique de ce territoire? On a une problématique de pollution, puisqu'on a des gens qui meurent de la pollution. On est sur un tourisme de masse aujourd'hui, où on voit énormément de circulation. Ces paquebots de croisière qui dégagent une pollution énorme. Le prix moyen d'un touriste à bord d'un bateau, le panier moyen de dépenses d'un touriste, c'est 38 €. Est-ce que c'est nécessaire de polluer autant aujourd'hui avec ce tourisme de masse? Donc, vous êtes favorable à des mesures de régulation du surtourisme ou du tourisme? Oui, je suis favorable à la régulation du surtourisme. Bien. Nous passons tout de suite à la question perso. Ouh. Et c'est Frédéric Maurice qui vous la pose. Caroline Rose, vous êtes belge de naissance, vous habitez à Villeneuve-Loubet depuis votre enfance, je crois. En 2021, vous avez lancé une demande de naturalisation. Où en est-elle? Et quel regard surtout vous portez sur le débat actuellement en France sur la réforme de l'immigration? Alors, moi, oui, je suis belge. Je suis arrivée en France, et notamment à Villeneuve-Loubet, le 1er juin 1972. Mon père Toute petite alors? Toute petite, j'avais 3 ans. Mon père a démarré le chantier naval sur le port de Marina-Baie-des-Anges, et c'était les plus anciens commerçants du port. Ma mère a ouvert la première épicerie au port de Marina. Donc, j'ai grandi sur le port, je courais sur le port, et c'est pour ça que je parle beaucoup de nage, puisque mon père était mécanicien bateau. C'est grâce à l'Europe que j'ai pu rester en France et étudier en France. Et c'est pour ça que j'ai l'Europe chevillée au corps. J'aime bien Villeneuve-Loubet, même si Villeneuve-Loubet, c'est pour moi beaucoup étendu, peut-être un petit peu trop de béton, on en parle souvent avec le maire, mais c'est une ville que j'ai dans le cœur. Et Pourquoi vous n'avez pas demandé votre naturalisation plus tôt? Parce que en fait, ma mère écrivait difficilement le français. Elle avait fait une première demande, mais qui a été rejetée parce que le dossier avait été très mal fait. J'ai voulu faire une double nationalité. Le dossier traîne un petit peu, et j'attends comme tout le monde. Et c'est compliqué de faire une demande de naturalisation? Oh, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on a l'impression, dans le débat, on a l'impression qu'on devient français du jour au lendemain. Non. Pour en parler avec des gens qui font cette démarche-là, c'est extrêmement compliqué. Vous avez quand même les armes, vous êtes quand même quelqu'un d'éduqué. Si c'est compliqué pour vous, on peut imaginer que les gens qui viennent, qui traversent la Méditerranée sans diplôme du jour au lendemain, peuvent pas demander leur naturalisation aussi facilement quand même. Oui, c'est ça. Déjà, le dossier est très compliqué et complexe quand même à remplir. Il y a un certain nombre de détails à donner sur le dossier. Et oui, pour moi, c'est vraiment très contraignant. On voit qu'on peut simplifier les mesures de demande, et je pense qu'il faut aller sur des simplifications de mesures. Et juste sur le débat actuel sur la réforme de l'immigration, qu'est-ce que ça vous inspire, puisque vous êtes concerné quand même, même si c'est l'immigration intra-européenne? Alors moi, je dis que sur le débat qui est en cours, on parle de régulariser des personnes qui travaillent déjà.
Les personnes, elles sont ici, elles travaillent et on manque par moment sur certains secteurs de main-d'œuvre. On est très content d'avoir les personnes qui sont là et qui travaillent. Et d'un autre côté, on ne veut pas les régulariser. Et moi, ça me pose un problème. Bien. Très bien. Une dernière question. La France a un problème avec son immigration? Oui, la France a un problème. Est-ce qu'on a l'impression que c'est le problème majeur en France? Vous pensez que c'est le cas aussi? Non, ce n'est pas le problème. Moi, je pense qu'on peut accueillir plus de monde. On est en capacité d'accueillir plus de monde. Bien, mais ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Caroline Rose. Merci à Frédéric Maurice. Merci à Philippe Bertini et Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission que vous pouvez revoir en replay sur toutes les plateformes et les réseaux de Nice Matin et de Radio Émotion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Interview à la Une. Bonne journée et bon week-end à tous.